OK, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à la dernière présentation de notre série de webinaires pour le World Tour 2020, intitulé cette année, évidemment, selon la situation, intitulé Rester à la maison. Donc, aujourd'hui, on va parler des projets innovants de Consortec. Donc, c'est le sujet de nos trois présentations aujourd'hui qui se sont faites lors de ce qu'on appelle ici la semaine de l'innovation. Donc, avant d'aller plus loin, je vais en profiter pour vous présenter les gens qui vont vous offrir les présentations aujourd'hui, puis aussi faire peut-être un petit suivi sur la plateforme qui est utilisée aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise la plateforme Zoom Meeting. Donc, par défaut, tous les participants sont mis en mode silence. Donc, si vous avez des questions tout au long des présentations, donc comme c'est pas moi qui va faire les présentations, je vais assister les présentateurs. Donc, vous avez une section Q&A dans la section en haut à gauche de votre écran. Donc, vous pourrez poser vos questions à cet endroit et moi, je pourrais relayer les questions au présentateur là, au moment opportun. Donc, je crois que c'est pas mal tout là, ce qui est à dire par rapport à la plateforme. C'est quand même assez simple d'utilisation. Donc, sur ce, je vais passer à la présentation des présentateurs. Donc, aujourd'hui, il y aura Félix, qui est un expert en intégration de données SIG, qui va nous parler de son projet. Jean, programmeur analyste. Herman et Alexis, qui sont tous deux spécialistes en intégration de données SIG, qui vont nous présenter un projet qu'ils ont fait en commun. Donc, la semaine de l'innovation. La semaine de l'innovation, cette année, on a offert à l'ensemble de tous nos employés l'opportunité de faire un projet personnel d'une durée d'une semaine. La possibilité de faire un projet en équipe ou de continuer le projet d'un autre était aussi possible de le faire. On demandait d'avoir une date de réalisation précise. Donc, évidemment, le but, c'était d'être capable de travailler sur un projet de façon, je dirais, continue pendant une semaine. Puis, ce qui était important pour nous aussi, c'était que le livrable final était de produire un résumé des découvertes afin de les partager avec les autres membres de l'équipe. Puis, quand j'ai décidé de mettre ça en place, j'avais aussi la vision et l'idée à ce moment-là qu'on puisse présenter le résultat de certains projets lors des World Tours. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je suis très content et très heureux des projets qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, les trois projets dont on va discuter aujourd'hui, ça va être le premier, c'est la cartographie des clients de Consortec et des tests de géocodage. Le FME Launcher 2.0. En passant, je n'ai jamais vu le FME Launcher 1.0, mais ça a l'air qu'on a un FME Launcher 2.0. Donc, vous êtes chanceux, aujourd'hui, c'est le 2.0 que vous allez voir. Et un projet Clip, Zip and Chip d'orthophoto avec PCI Geomatics. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Félix, qui va prendre maintenant le contrôle de la présentation et qui va vous présenter son projet. À toi, Félix. Parfait, merci Rémi. Je vais partager mon écran ici. Excellent. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit bien, Félix. Oui, parfait. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter mon projet d'innovation qui est la cartographie des clients de Consortec ainsi que des tests de géocodage. Donc, le projet, j'ai divisé un peu en deux sur ces deux idées-là ici. Donc, ce que je vais présenter, l'objectif personnel derrière la semaine d'innovation, donc pour mon projet, la cartographie des clients, mes résultats, les différents modules de géocodage que j'ai testés, ainsi qu'une série de réflexions et d'idées pour les prochaines étapes possibles de ce projet-là. Donc, l'objectif original, c'est de créer une carte de nos clients en utilisant les adresses de facturation et les modules de géocodage de FME.
d'où c'est parti cette idée-là? C'est dans mes débuts de support technique chez Consortec, j'avais souvent besoin de faire des tests sur des jeux de données, que ce soit pour tester des transformers ou des méthodes. J'avais besoin d'un jeu de données pour faire des tests, pour ensuite transmettre l'information aux clients pour savoir comment bien utiliser les outils. Par contre, j'ai réalisé qu'on n'a pas de données géospatiales à l'interne. Donc, c'est pas comme si on gérait les données d'une municipalité ou d'une autre compagnie. La seule donnée qu'on a à l'interne qui nous appartient, c'est la donnée de nos clients. Donc, tout ce qui est par rapport aux facturations. On travaille avec des échantillons de données des clients, mais au lieu d'en demander tout le temps un échantillon pour faire les tests, quoique c'était souvent très nécessaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bug ou de problème, je me suis dit, il nous faudrait un jeu de données test à l'interne, et puis ça a été la première idée que j'ai eue à ce moment-là, et c'est de voir qu'est-ce qu'on avait comme données, et puis quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ce serait le fun de faire une carte de ces clients-là, juste pour voir un peu jusqu'où on s'étend, vu qu'on commençait à avoir de plus en plus de clients dans l'Ouest canadien et aux États-Unis aussi. Donc, c'est là un peu la réflexion derrière mon projet, du moins des débuts, pourquoi je le faisais. Donc, les étapes principales du projet, comment je le voyais, c'était d'abord une connexion à Fidelio, qui était notre ancien système de gestion, maintenant qui s'appelle Zoho, pour extraire les noms et les adresses des clients. Ensuite, à partir de cette extraction-là, utiliser un outil de géocodage dans FME pour transformer l'adresse en coordonnées, et puis afficher le résultat sur un outil de type dashboard ou de cartographie. Donc, un peu plus schématiquement de quoi ça va. Tout d'abord, extraire l'information des clients via la base de données qui est plus maintenant Fidelio, mais qui est sur notre plateforme Zoho. Ensuite, utiliser FME ainsi que les modules de géocodage pour afficher finalement la carte avec les coordonnées sur un outil de diffusion. Donc, j'en ai magasiné ou du moins regardé quelques-uns. J'ai finalement décidé d'y aller avec Cartovista. Je sais que c'est la tendance en ce moment est à l'achat local. Donc, c'était pas nécessairement le cas quand j'ai fait ma semaine d'innovation, mais c'était un outil que je voyais beaucoup dans les différents événements et que je trouvais intéressant d'utiliser. Donc, j'ai essayé une version d'essai, du moins, pour afficher mes résultats. Mais en cours de route, j'ai également vu qu'il y avait un module de cartographie, pas de cartographie avancée, mais du moins d'affichage cartographique sur Zoho aussi, donc qui est notre outil interne. Donc, je voulais tester un peu les deux pour voir le type de résultat que je pouvais avoir. Maintenant, pour les modules de géocodage. Donc, je les avais pas beaucoup testés encore dans FME, mais j'ai profité de l'opportunité pour en tester quelques-uns parce que il y a une panoplie d'outils de géocodage qui sont disponibles et je cherchais à peut-être rentabiliser ce temps-là pour pouvoir les explorer et les tester, voir quel genre d'options sont disponibles aussi. Donc, j'avais pas le choix d'en utiliser un au moins pour transformer les adresses en coordonnées spatiales. Et puis, j'en ai profité pour regarder un peu la modalité de ce nom, les modalités des fournisseurs. Donc, j'ai testé Mapbox, ArcGIS Online, OpenCage, Here, Nominatin, qui est de OpenStreetMap. J'ai voulu tester le géocodage de Google. Du moins, on sait qu'il fonctionne bien avec Google Maps. Finalement, dans mes tests, j'ai pas pris le temps de bien configurer le module de géocodage, donc il n'y a pas abouti dans mes résultats pour celui-là. Donc, un petit aperçu des résultats ici que j'ai eu. Donc, l'idée, c'était de comparer lesquels fonctionnaient le mieux, ou du moins en termes de succès. Donc, sur les 773 adresses que je devais tester, les meilleurs ont été ArcGIS Online, OpenCage et est-ce que j'ai... Here aussi était quand même vraiment pas pire. Par contre, avec OpenStreetMap, bien qu'il soit gratuit, il y a une limite dessus de 1 requête par seconde. J'ai dû, je vous montrerai mon workspace, utiliser un peu de créativité pour rester dans les limites d'utilisation, mais j'ai vraiment eu une association moins intéressante, à peu près 50% ont été réussis. Pour le reste, la plupart des requêtes API, c'est par plusieurs milliers ou dizaines de milliers de requêtes par jour ou par mois.
Dans les cas de notre utilisation, c'était pas un nombre que j'allais vraiment dépasser, donc j'ai pu rester dans les balises gratuites de la plupart de ces outils-là ici. Donc, avant d'aller aux résultats, je voulais juste vous montrer rapidement le workspace en question. Donc, je les ai tous testés à simultané ici, un après l'autre, avec le geocoder ici. Pour chacun d'entre eux, j'ai dû me créer des comptes sur les sites web, chercher les autorisations pour qu'ils me retournent une clé d'API ou un code spécial avec un app ID ou un app code. C'est pas très long à faire, mais il faut quand même lire un peu la documentation pour savoir où aller chercher cette information-là et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais à l'intérieur de ma semaine d'innovation, j'ai pris à peu près une journée juste pour aller les magasiner, en tester 5-6. Donc, ça n'a pas été plus long que ça. Et c'est assez rapide à utiliser dans FME par après. Donc, c'est essentiellement, j'avais commencé d'autres étapes aussi pour faire un peu de nettoyage dans la donnée. Donc, c'était pas nécessairement toutes des belles adresses bien formatées qu'on avait en interne. Ça donnait l'occasion de voir un peu où est-ce qu'on pouvait améliorer ça. Mais comme il n'y avait pas d'objectif, du moins en interne, de faire ce projet-là, c'est normal que les adresses n'étaient pas nécessairement toutes bien faites. Mais bon, même avec des adresses moins formatées, avec des numéros de bureau de suite, les plus gros outils de géocodage ont réussi à retourner une coordonnée latitude-longitude qui était intéressante. Donc, je vais vous montrer les résultats dans CartoVista et Zoho. Et quelques petits points là-dessus. CartoVista, c'était facile d'utilisation et de stylisation. Donc, pour afficher les résultats, j'ai pas eu l'occasion de tester les différents outils d'analyse comme qui sont disponibles, le reste des dashboards. J'en suis resté vraiment à haut niveau. Puis, à l'intérieur de Zoho, c'était simple à configurer, mais assez limité dans ce qui peut être affiché et stylisé. Je vais vous sortir la carte sur CartoVista. Juste ici. J'en ai profité aussi. Donc, je vais vous montrer la carte plus ponctuelle dans Zoho. Dans la CartoVista, on peut afficher des polygones. Je me suis dit, bon, c'est le fun d'avoir des points partout où on a nos clients, mais pour avoir un impact visuel plus grand, j'ai été chercher les polygones des villes et des regions ou county ou MRC au Québec pour donner un aperçu un peu plus. Donc, ce qui est en vert, c'est nos clients actuels et ce qui est en gris, c'est les clients qu'on avait listés comme prospects. Et on peut voir que ça commence à s'étendre un peu plus à travers le continent nord-américain. Mais je vais zoomer un petit peu plus au-dessus du Québec. Un petit décalage dans le zoom pour voir un peu l'étendue de ce qu'on a. Mais c'était quand même intéressant à voir l'empreinte et je pense que c'est quelque chose qui a bien intéressé mes différents collègues là-dessus, c'est qu'on peut voir. Donc, il y en a qui sont un peu superposés parce qu'ils se rejoignent, ils sont proches. Mais c'est pour vous donner une petite idée visuellement ici. Pour ce qui est de la carte sur Zoho, donc elle est ici. Sur Zoho, ça prend la coordonnée latitude, longitude pour qu'il puisse l'interpréter en point sur la carte ici. Donc, c'est vraiment le point de l'adresse. J'ai gardé le même style de couleur dans ce cas-ci. On peut également faire des heat maps là-dessus, mais on ne peut pas intégrer de polygones ou de lignes ou d'autres choses. Bon, je ne verrais pas pourquoi on aurait des lignes, peut-être si on voulait les relier d'une quelconque manière. Mais le reste de la configuration est plus limité, mais ça reste un outil qui sera intégré directement avec ce qu'on utilise en interne pour notre CRM, notre plateforme de support, pour l'étiquette de support et autres. Donc, c'est pour ça que je voulais le tester pour voir un peu comment ça allait. Puis ça pourrait donc directement se brancher à la base de données de nos clients. Pour le projet, j'ai utilisé un export Excel pour facilement l'intégrer dans FME et faire mes tests. Ça, c'est pour CartoVista et Zoho. Donc, quelques réflexions ou les prochaines étapes, comment je vois ça. Tout d'abord, déterminer les besoins. Est-ce qu'on a un besoin d'analyser cette carte-là ou ces données-là ou simplement les visualiser?
Donc, c'était mon projet à l'interne, mais en discutant avec les collègues, ben, il y a peut-être d'autres choses qui pourraient en découler par après, soit faire de l'analyse là-dessus, donc lors de nos déplacements pour des rencontres clients ou pour les World Tours ou pour d'autres congrès, mais peut-être identifier les clients à proximité, soit des clients potentiels ou des clients qui sont à relancer, que ça fait longtemps qu'on a eu une conversation avec eux. Auparavant, ben, à ce que je sais, la liste était parcourue, puis par mémoire, essentiellement, on essayait de produire cette liste-là ou de préparer les rencontres. Si le besoin est plus de visualiser, mais à ce moment-là, peut-être investiguer un peu plus au niveau de la stylisation. Est-ce qu'on veut afficher un style différent selon le type de client ou des licences qu'ils possèdent, les différents statuts, etc. Ensuite, prochaine étape, ça pourrait être de brancher la carte directement sur la BD au lieu de que ce soit fait à partir d'une extraction d'un fichier Excel. Et puis, peut-être la rendre disponible à tous ou aux personnes concernées seulement. C'est à réfléchir. Et puis aussi, la fréquence d'actualisation de la carte. Donc, cet item-là, pour moi, je l'ai mis dedans parce que il va aider à déterminer si on décide à utiliser un module de géocodage en particulier. Donc, si on a juste besoin d'actualiser la carte à chaque semaine ou à chaque mois ou dans ces eaux-là, on devrait être en mesure de rester dans les paramètres gratuits de la plupart des modules. Je ne penserais pas qu'on ait un besoin d'actualiser ça plusieurs fois par jour et de faire plusieurs milliers de requêtes API là-dessus. Mais c'est quand même une question qu'on peut se poser dépendamment de ce qu'on veut faire après comme analyse. Donc, c'est ce que j'avais pris comme note de réflexion. Et puis, je crois que mes collègues ont quand même trouvé ça intéressant de voir visuellement. C'est souvent ça aussi, ce qui m'intéresse avec la géomatique, c'est la portion de l'affichage spatial. Donc, voir les données en 2D dans un tableau, c'est bien, on arrive à comprendre des informations. Mais quand on les met dans leur contexte localisé, je crois que vous serez tous d'accord avec moi qu'on peut en tirer vraiment des informations de plus. Donc, une image vaut 1000 mots, mais avec une carte et puis des données réelles, ben, on peut vraiment comprendre ou du moins avoir une autre perspective sur nos données. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on y en a qui avaient des questions? Non, Félix, je n'ai pas reçu de questions. Par contre, là, bon, évidemment, on a eu quelques petits problèmes de son. C'était un petit peu saccadé, là. Donc, mais là, ça semble s'être replacé. Donc, encore une fois, si vous entendez ou s'il y a quoi que ce soit par rapport au son, vous pouvez toujours me le mentionner là, dans la section questions et réponses. Sinon, non, on n'a pas de questions, Félix. OK. Parfait, merci. Est-ce que tu nous fais une petite transition vers Jean? Oui, donc Jean, c'est à ton tour. Merci. Donc, vous voyez mon écran? Non, pas encore, Jean. Ah, juste un instant. Ça va aller mieux si je dis de partager mon écran. C'est mieux comme ça? Oui, je confirme que oui. Parfait, merci. Bon, eh bien, bonjour. Mon nom est Jean Desormeaux. Je vais vous présenter ce que moi j'ai fait durant ma semaine d'innovation, le fameux produit FML Launcher 2.0. Tantôt, Rémi, tu mentionnais que le 1.0, tu l'avais jamais vu. C'est que ça fait quasiment 10 ans, bientôt 10 ans que je travaille pour Concertec, et dans la première année que je travaillais pour Concertec, j'avais peut-être 2 clients à supporter. J'avais fait une version préliminaire d'un FML Launcher, mais qui était très ardu à configurer au final, là, quand j'ai commencé à supporter plusieurs clients, et au point que l'outil était quasiment un irritant à utiliser. Donc, avec l'opportunité de faire la semaine d'innovation, j'ai décidé de faire un FML Launcher 2.0 beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intelligent. Il y a encore des petites choses qui pourraient être améliorées ou apportées, mais on verra au cours de ma présentation. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, mon objectif personnel de la semaine était de faire un nouveau FME Launcher. On va couvrir sur les multiples installations d'FME que nous, chez Consortec, on doit installer pour supporter nos clients.
et mes réflexions et prochaines étapes par rapport à ce petit projet-là. Donc, je vais vous présenter la détection de la bonne version de FME à utiliser pour ouvrir un workspace d'un client. Donc, c'est ça. Nous, sur nos postes, je dirais que sur le mien, je sais pas, je dois avoir au moins une dizaine de FME d'installer avec des différents builds. Et assez rapidement, ça peut devenir un peu un irritant là, quand on doit à chaque fois pour un FMW, un workspace, de l'ouvrir avec Notepad++ pour aller trouver dans l'entête, dans à peu près les 100 premières lignes du FME, savoir dans quelle version il a été sauvegardé, dans quel build, et si c'est Win32 ou Win64 qui a été utilisé pour sauvegarder le workspace. Même s'il n'y a pas vraiment de différence au niveau Win32 ou Win64, il y a une différence au niveau de l'exécution. Donc, si un client nous dit qu'il y a des problèmes de mémoire avec un 32 bits, il faut trouver un workaround avec le 32 bits qui, peut-être potentiellement avec un 64 bits, on n'aurait pas. Puis, aussi, même si on connaît la version une fois qu'on a ouvert avec Notepad++, le build, mais avec le menu démarrer de Windows, c'est quand même pas évident de trouver le bon build parce que souvent, on voit seulement l'année .2, .2 ou .2, .3, donc on ne sait pas c'est quel build qui est en arrière de ça, ou si tu 32 bits ou 64 bits. Donc, à cause de tous ces petits irritants-là qui peut devenir un peu problématique là, pour être plus rapide à ouvrir un workspace et s'assurer qu'on l'ouvre dans la bonne version, j'ai décidé de développer un petit outil là, qui est le FME Launcher 2.0 pour nous faciliter la vie lors d'ouverture d'un workspace. Donc, le but qui était recherché de ce projet-là, c'est ça, de détecter naturellement automatiquement la bonne version. Si jamais que la version d'FME n'est pas installée sur le poste, d'avoir une interface qui affiche pour nous dire quelle est la version du workspace qu'on essaie d'ouvrir et toutes les versions qui sont installées sur notre poste de façon conviviale et facile d'utilisation pour choisir la bonne version. Tout ça de façon dynamique, car la version 1.0, à chaque fois qu'on installait une version de FME, il fallait aller dans un fichier de configuration, dire « OK, j'ai telle version, tel build installé à tel endroit. » Donc, c'était très... il fallait toujours mettre à jour ce fichier-là. Donc, moi, je voulais mettre ça de façon dynamique, de plus avoir à faire ceci, éviter ce problème-là. Et d'être capable aussi d'afficher la version 32 bits et ou la 64 bits d'installer séparément dans l'interface. Donc, voici l'interface assez simple. Lorsqu'on double-clique un FMW qui n'est pas reconnu de la version de notre poste, on le voit dans l'entête, la version du workspace qu'on veut ouvrir. Donc, dans mon capture d'écran que j'ai pris, on essaie d'ouvrir un workspace qui a été fait en 2013, le build 13547, avec le bit version X32. Donc, une fois que l'interface s'ouvre, ici, on a une colonne à gauche avec toutes les années installées sur notre poste. Dans mon screenshot, moi, j'ai cliqué sur 2017.1.2.1 et ensuite, j'affiche toutes les builds dans deux colonnes différentes pour les 32 bits et 64 bits d'installer. Ceci, c'est un screenshot. Je vais vous montrer un petit peu en live là, rapidement à quoi que ça peut ressembler. Donc, ici, j'ai des FMW. Si, par exemple, je double-clique le FMW ici, c'est la version 2013 que j'ai. Donc, je peux choisir l'année. Comme ici, j'ai la 2020.0.0, mais en 32 bits, j'ai la 20.129 d'installer et en 64 bits, j'ai la 20.113 d'installer sur mon poste. Donc, je peux cliquer sur le bouton et automatiquement, il va ouvrir avec la version qui a été sélectionnée. Donc, c'est un petit peu long, désolé. Parfait. Donc, il est ouvert avec la version 2020, le build 20.113 Win64. Si la version est déjà reconnue et installée, comme écrire BD, si je double-clique, automatiquement, il va ouvrir avec la bonne version qui a été utilisée avec le FME.
Donc, à ce moment-là, la petite fenêtre ne s'affiche pas, puis il l'ouvre automatiquement avec la bonne version. Mais ceci, ça peut être problématique si jamais qu'on veut, par exemple, la fameuse version 2013, qu'on veut migrer vers une version plus récente. Ce serait plaisant que ce soit plus facile à le faire. Donc, j'ai rajouté dans le contexte, le menu de Windows, une option FML Launcher Choose Version. À ce moment-là, je vais le faire sur lui parce que lui, il était déjà détecté automatiquement. Donc, il a détecté que c'était la version 2019.1.0.0, build 19608. Je l'ai déjà. Donc, si j'aurais double-cliqué, il l'aurait ouvert automatiquement. Mais moi, je veux passer à 2020 64 bits. Automatiquement, il va l'ouvrir avec la nouvelle version 2020. Et à ce moment-là, je peux sauvegarder mon workspace et il va être rendu avec la version de 2020. Je vais juste attendre que ça soit chargé et on va revenir au PowerPoint. Parfait. Donc, et on repart tout ça. Donc, les résultats, comme j'ai pu vous le montrer, automatiquement, maintenant, ça ouvre la bonne application selon le FMW, si elle est installée déjà sur notre poste. Sinon, on a notre petit fenêtre qui s'ouvre pour nous permettre de choisir une version pour que ce soit plus facile et convivial là, pour ouvrir le workspace. Et ensuite, aussi, l'utilisation de la configuration est très facile. On a juste à indiquer, on peut indiquer plusieurs chemins où ce que les FME sont installés. Normalement, nous, chez Consortec, on essaie de mettre toujours sous un même répertoire toutes nos installations d'FME. Donc, dans le fichier configuration, on fait juste seulement dire mes FME sont installés à cet endroit-là. Et à chaque fois qu'on double-clique sur le FMW, le FME Launcher va lire dynamiquement, automatiquement toutes les versions, les 32 bits, 64 bits, et on construit en arrière-plan l'interface. Vous avez pu voir, là, c'est hyper rapide. Là, on n'attend pas que l'interface s'ouvre là, pour s'afficher. Donc, si on désinstalle une version, on en réinstalle une nouvelle, automatiquement, quand on réouvre la fenêtre, elle va être mise à jour automatiquement. Je ne ferai pas la démo, c'est quand même très long de désinstaller et installer FME. Donc, mes réflexions, les prochaines étapes, les améliorations investiguées, je l'avais un petit peu touché durant le développement de mon niveau de FML Launcher, mais je me suis rendu compte que c'était quand même assez complexe au point que ça se peut, je vais peut-être rentrer en contact avec Safe pour leur demander la structure dans le registre. Au lieu d'aller scanner le disque dur là, dans un répertoire, j'utiliserais plutôt le registre de Windows pour trouver les versions déjà installées de FME. Ça serait beaucoup plus facile. On n'aurait même à ce moment-là aucun fichier de configuration à aller setter. Et aussi, une idée qui m'est venue par la suite, c'est que de voir si je serais capable, si on essaie d'ouvrir un FMW et qu'on n'a pas la version d'FME installée sur notre poste, avoir un petit bouton qui, lorsqu'on clique, qui nous emmène pas directement sur la page web de Safe, mais qui peut de façon dynamique aller chercher le bon URL, le path complet du fichier d'installation sur le site de Safe pour pouvoir le télécharger et l'installer sur notre poste automatiquement et d'ouvrir le workspace avec la bonne version. Fait que c'était mon projet d'innovation. Est-ce que Rémi, on a eu des questions? Désolé, je me suis mis à répondre, mais j'étais sur mute, donc je recommence. Donc, on a eu deux fois la même question, une fois en français et une fois en anglais, donc je vais répondre dans les deux langues. On me demande, est-ce que c'est un outil qui sera mis à la disposition de nos clients et à quel coût? Donc, pour l'instant, on n'a pas défini une structure de coût. Par contre, à la fin de la présentation, je vais vous donner une adresse générique à laquelle je vous invite de nous écrire si vous êtes intéressé à essayer l'outil. On va la rendre évidemment disponible pour que vous puissiez l'essayer. À l'inverse, on risque peut-être de vous demander de nous donner vos commentaires sur l'utilisation de l'outil pour qu'on puisse l'améliorer. J'ai eu la même question en anglais, donc je vais lui répondre en anglais.
So someone asked about if the application could be available, and they asked me what did we use to build it, and what is the effort to update the launcher. So my answer to that will be that at the end of the presentation, I will provide a generic email address. So you can just maybe send us a quick email at that specific address, and we will reply directly to you. And Jean would be able to provide you more detail about the launcher itself. Donc, j'espère que ça répond aux questions. Attends un petit peu, il y en a une autre qui vient d'apparaître ici. OK, donc on me dit merci. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole à Herman et Alexis pour leur présentation. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'écoutez et puis vous voyez la présentation de la diapo? Oui, Herman, je te confirme qu'on t'entend et qu'on te voit. OK. Bonjour à tous. Fait que avec Alexis, nous allons vous présenter notre projet qu'on avait fait des clips zip and chip d'orthophoto avec un projet qui était déjà débuté, admettons, pour des PCI Geomatics. Mon agenda, on va présenter l'objectif de notre projet. Je vais vous montrer qu'est-ce qui avait déjà mis en place comme projet. Après, nos étapes dans notre processus, puis peut-être les prochaines étapes ou nos réflexions. Fait que, en résumé, c'est créer un processus de clip, zip and chip pour un site web qui était déjà existant de visualisation d'orthophoto historique. Donc, fait que lors d'une rencontre avec nos amis de PCI Geomatics, on a trouvé intéressant de pouvoir bonifier un projet qui était déjà en place. Et en même temps, pour Alexis et nous, ça nous permettrait d'acquérir de nouvelles connaissances dans des langages tels que JavaScript, HTML, et de développer un peu plus nos connaissances de REST API, de FMI Server. Donc, je vais commencer pour montrer ça a l'air de quoi les sites. Que ça c'est un site de PCI Geomatics qui est déjà en production, n'importe qui peut accéder. Que ça permet, c'est un petit démo pour visualiser des images multitemporelles dans différentes villes au Canada. Fait que par exemple, à gauche, mettons. Et puis, ça fait une navigation automatique dans le centre de la ville. Et à droite, on peut choisir un des 12 images disponibles pour visualiser. Et je peux choisir Regina 1947. Puis, ça s'affiche l'image de cette date. Si je clique la deuxième, ça s'affiche par-dessous. Sinon, je peux toujours cliquer dans une autre ville, mettons Victoria. Puis ça fait la navigation automatique dans la ville choisie. Et même chose, il y a 2 images avec une date. Et juste comme information, il utilise la librairie cartographique de Mapbox pour tout ce qui était comme moteur cartographique. Donc, c'est ça le site qui était déjà en place. Et puis, notre première étape de notre projet, c'était la partie HTML, où on avait comme l'objectif d'ajouter une espèce de formulaire pour l'adresse courriel auquel les images clippées seraient envoyées.
des petites fonctions pop-up pour des notifications des erreurs ou des succès des processus. Et puis la préparation des variables qui allait être envoyée avec les REST API, un REST call, pour déclencher le workspace. Cette information, c'était bien sûr les coordonnées pour clipper les images sélectionnées, là ou les images, et l'email pour envoyer les images. Là, ça a l'air très semblable, mais on a ajouté ici le formulaire pour l'email, un petit bouton pour pouvoir dessiner notre polygone. Et puis après ça, côté FME, on a un workspace qui tout simplement on va clipper les images et puis la reprojeter dans le bon système selon la ville. Va stocker les images clippées dans un dossier temporaire et va envoyer une notification par email à l'utilisateur pour télécharger les images. Et puis juste après ça, régulièrement, on a mis un processus pour vider les dossiers temporaires des images envoyées. Des côtés, pour les REST API, dans l'HTML, on a ajouté d'abord dans les headers la librairie des FME, des FME serveurs, la librairie JavaScript. Dans les scripts, on a une partie pour déclencher, initialiser la connexion. On fait la configuration des variables, des coordonnées, d'email et on prépare le tout pour faire une fonction JavaScript qui va envoyer les REST calls pour déclencher le job en FMS Server avec les paramètres qui vont être gardés comme des variables JavaScript. Fait qu'avec ça, je vous passe la parole à Alexis pour pouvoir continuer. Oui, bonjour tout le monde. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. Je vais prendre le contrôle. Est-ce que vous voyez, tu vois mon écran? Oui, on voit ton écran, Ouais. Alexis, je te confirme. OK, bon, super. Donc, bonjour tout le monde. Je vais juste faire, je vais juste montrer le produit dans le fond. On va faire une petite démo rapide. Donc, comme vous voyez, ça, c'est le site qu'on a de PCI Geomatics qu'on est venu bonifier avec un outil de Clip Zip and Ship. Donc, si je fais une petite démo ici, je sais que c'est pas toujours facile quand on zoome sur une image avec la plateforme Zoom Meeting. Des fois, ça coupe un petit peu. Donc, je vais attendre un petit peu. Donc, c'est ça. On peut afficher des images. Je peux en afficher soit une ou plusieurs. Ici, je vais prendre un exemple puisque je vais en afficher 2. Et comme Germaine mentionnait, on a ajouté un petit outil en haut ici dans le coin pour tracer un polygone. Donc, qui va être le polygone qui va venir interagir avec notre Mapbox pour déterminer les coordonnées. Puis, il va ensuite de ça, il va l'envoyer à FME Server pour le traitement. Donc, après ça, on peut entrer notre courriel ici. Donc, si j'entre mon courriel à moi. Et que je fais mon submit ici, on va recevoir une petite notification qui nous dit qu'on va recevoir les images clippées pour le téléchargement sous peu. Et si je vous montre ici mon Outlook, comme de fait, j'ai reçu un fichier zip qui va contenir la partie que je viens de clipper là, ici. Puis c'est ça. Donc, si on sélectionne plusieurs images,
il va nous retourner les deux images clippées aussi, évidemment, avec le polygone. Donc, si on continue ici. Pour la suite des choses avec ce projet-là, dans le fond, pour l'instant, on est encore en version de test, si on veut. Là. On a vraiment, c'est plus une version préliminaire, mais le but, ça serait de produire une version, une page web en production. Donc, pour l'instant, le FME serveur et aussi le dossier temporaire pour stocker les images sont toutes hébergés sur des machines chez Consortec. Mais le but, ça serait vraiment d'avoir une version en production chez soit le client ou peut-être hébergé chez nous. On regarde encore, ça va être quoi le plan de match ici. Puis aussi, une autre des réflexions par rapport à ce projet-là, c'est que pour l'instant, on vient vraiment simplement clipper nos images au extend qu'on mentionne. Par contre, on envoie nos données à FME Server. Donc, une fois rendu dans FME Server, tous les outils que vous connaissez de FME sont disponibles rendus là. Donc, on pense aussi qu'on pourrait bonifier encore plus le projet en utilisant des outils comme le Change Detector ou faire du resampling. On pourrait donner l'option au client de choisir la projection dans laquelle il veut recevoir ses images. C'est toutes des idées là, qu'on travaille avec. Mais encore une fois, ce projet-là est on réalise avec PCI géomatique. Donc, on va, si vous gardez à l'affût des infolettres, on devrait annoncer un webinaire qui devrait se dérouler en juin en collaboration avec PCI Geomatics pour présenter le projet. Et on va aussi probablement écrire un blog par rapport à ce projet-là là, qui devrait apparaître en juillet. Là. Donc, merci, c'est ça fait le tour de notre projet d'innovation. Rémi, est-ce qu'on avait des questions? Non, j'ai pas de questions à ce niveau-là, donc je vais, dans mon cas, procéder avec le petit mot de la fin. Donc, je vais reprendre le contrôle. Merci Alexis et Herman pour cette présentation. Ça fait plaisir. Je vais m'en aller ici. Donc, en guise de mot de la fin, je vous remercie évidemment d'avoir participé en grand nombre à l'édition virtuelle du World Tour de cette année. Donc, toutes les personnes inscrites au World Tour vont recevoir un courriel vendredi, donc demain, avec les liens vers les enregistrements. Ça, c'est un premier point. Avant d'aller plus loin aussi, je tiens à remercier l'ensemble des employés chez nous qui ont décidé justement d'embarquer dans l'idée de la semaine de l'innovation. Donc, tout le monde a embarqué, je dirais, de façon très, très positive dans le projet. Puis évidemment, l'an prochain, on va avoir d'autres projets à vous présenter ou la suite de certains des projets qu'on vous a présentés aujourd'hui. Pour nous, évidemment, il est important de poursuivre l'animation de la communauté FME malgré la situation actuelle. Donc, il y a un dernier épisode de notre série de webinaires sur FME Server qui va avoir lieu le 13 mai prochain, donc mercredi, le 13 mai prochain. On va vous faire découvrir la puissance de FME en présentant 6 exemples d'utilisation chez nos clients. Donc, encore là, si vous voulez faire le plein d'idées de projets, ça va être un bon endroit pour le faire. On a une infolette aussi qui est envoyée aux 2 semaines, qui vous donne des trucs et astuces sur FME. On peut aussi vous inspirer par des nouvelles idées et des utilisations de FME qui sont faites par vos pairs. On a aussi une nouvelle série de webinaires qui va être à venir à l'automne. On travaille là-dessus. Évidemment, entre-temps, comme je disais tantôt, si vous avez des questions au sujet de la présentation d'aujourd'hui ou sur les précédentes, comme il y a eu plusieurs personnes qui ont été impliquées dans les présentations, on vous donne évidemment l'adresse qui est ici en bas, qui est l'adresse info@consortec.com.
qui est l'adresse générique. Donc, ça va être la meilleure façon d'obtenir des informations. Si vous avez des questions sur évidemment, sur les différentes présentations qu'on a faites dans les dernières 2 semaines. Évidemment, on espère tous pouvoir se retrouver à nouveau en personne dans une future édition du World Tour ou dans d'autres activités. Donc, comme je dis à beaucoup de monde à qui je parle présentement, que ce soit sur Zoom, sur Teams ou sur différentes plateformes, c'est le fun, on est connectés, là, mais rien de tel que de pouvoir avoir une bonne discussion face à face et souvent aussi partager une bonne bière après un événement. Donc, on a très, très hâte de vous voir, toute l'équipe de Consortec et moi aussi. Donc, sur ce, je vous remercie encore une fois. Merci de votre attention. Merci d'avoir été là en grand nombre avec nous cette année, malgré la situation. Et portez-vous bien. Donc, santé pour tous. Et aussi, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, tout en restant actifs. Et encore une fois, si vous avez des questions sur FME, gênez-vous pas pour nous appeler. On est là pour vous. Avant de quitter, j'ai un petit point rouge qui vient d'apparaître dans la section Q&A. Donc, on nous dit bravo, belle initiative de votre part. Merci pour tout. Donc, merci infiniment pour ce commentaire. On fait ça pour vous autres. Puis, on s'amuse beaucoup, évidemment, avec FME. Donc, pour nous, évidemment, c'est un travail, mais on s'amuse beaucoup aussi. Donc, encore une fois, merci à l'équipe de présentateurs d'aujourd'hui. Merci à Guillaume qui était là dans l'ombre, évidemment. C'est lui qui a mis en place la rencontre du haut. Donc, au plaisir de vous revoir tout le monde. Puis, portez-vous bien. Merci.